Bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue aux Trois Baudets pour cette deuxième soirée de notre festival Les Reading Wild Days. On a passé une soirée de rêve hier soir avec Barbara Carlotti. Et ce soir, on va célébrer la poésie avec nos complices des lignes de Bling, des lignes de Blang, Erwan et Cyril. On va graver la beauté de la poésie. Il y aura peut-être même quelques disques à gagner. Et avant de recevoir Cécile Coulon tout à l'heure, je voulais absolument partager avec vous une rencontre magnifique que j'ai faite récemment avec Joseph Pontus, que je vous demande d'accueillir et d'applaudir, qui a publié un magnifique livre à la ligne, qui est un petit miracle de librairie, qui est un très très beau succès, dont on va parler. Mais Joseph, qui est un garçon d'une générosité incroyable, il n'est pas venu pour parler de lui. Il est venu pour parler d'un jeune poète qui s'appelle Falmarès et qu'on va vous faire découvrir parce que Falmarès ne pouvait pas être avec nous. Donc avant de raconter l'histoire de Falmarès, Joseph, merci d'être là. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Merci à l'équipe des Trois Baudets. Merci Sylvia pour l'organisation. Salle mythique, on en parlait, je crois que c'est une salle qui te touche. Ouais, je suis ravi d'être aux Trois Baudets. Enfin, on est quand même dans un lieu où il y a eu les premières parties de Brel, de Brassens, de Vian, dont on célèbre le centenaire aujourd'hui. Et on va faire une belle soirée demain soir. Je sais que tu regrettes parce que tu seras déjà plus à Paris. Je serai à Arles demain. Ouais. De Gainsbourg, enfin quand même de Juliette Gréco. Enfin, c'est quand même pas des gens qui sont... C'est pas des lapins de 6 semaines, quoi. Et ce soir, nous, quoi. Ce soir, nous, et en plus, tu vois, moi, je fais la vedette américaine. Je sais bien que vous venez pour Cécile, que moi, je suis juste... Mais des fois, les vedettes américaines, il y avait des bonnes surprises. Absolument. Tu sais que Jimi Hendrix a été vedette américaine de Johnny Hallyday, par exemple. Ben oui. Donc voilà. Je ne dis pas que Cécile est Johnny et que je suis Jimi Hendrix. Mais peut-être. Mais voilà. De la littérature. Donc, on fait des soirées rock et littéraires. Voilà, donc ça colle bien. J'espère, je suis toujours plus doué pour parler des livres des autres que des miens. Et je suis ravi de présenter ce soir l'œuvre de Falmarès. On en parlera tout à l'heure. Oui, on peut parler un petit peu quand même de ce magnifique récit à la ligne pour te présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, s'il y a encore des gens qui ne me connaissent pas, j'ai 40 ans. Je travaillais en région parisienne comme éducateur. Une Bretonne que je connaissais depuis quelques années m'a dit si tu veux, viens, je t'attends. Et j'ai tout quitté pour aller vivre en Bretagne. Je me suis marié. Et comme j'avais démissionné, j'avais pas de sous. On avait un mariage à payer, donc on n'avait plus de sous. Et j'ai pas trouvé de boulot et je me suis retrouvé obligé d'aller bosser à l'usine du jour au lendemain. Et je me suis tapé pendant 3 ans des agences d'intérim et des missions dans l'agroalimentaire en Bretagne. Crevettes, poissons panés, plats cuisinés, bulots, tofu. Et j'ai bossé 2 ans à l'abattoir. Voilà. Et tous les soirs, pour pas devenir cinglé, j'écrivais. Et j'ai eu la chance que le bouquin sorte en janvier 2019 à la Table Ronde. Et encore plus de chance que ce bouquin rencontre un succès incroyable. Ton écriture est magnifique, mais elle est particulière. Je crois que tu as fait quand même. Tu es parti de l'idée de ne pas ponctuer le texte. À quel moment c'est venu naturellement? Ouais, c'est venu naturellement parce que je suis un grand fan je suis un grand admirateur de Sandrars et d'Apollinaire. Et je crois que le plus beau poème du monde, c'est La prose du Transsibérien. On en parlera dans le petit texte que je vais vous lire là. Et en fait, il s'agissait, le génie de Sandrars dans la prose, c'est qu'en 1912, il arrive à rendre compte du mouvement et de l'avancée et des stops du train avec la décision de faire sauter le vers régulier. Et moi, je voulais rendre compte dans ma manière d'écrire de l'avancée de la chaîne, sans fin, inexorable, qui s'arrête, qui repasse, qui revient. Et du coup, c'est comme si j'avais pas d'autre choix que d'écrire en vers libre pour rendre compte de la réalité de l'usine aujourd'hui, quoi. Pour ceux qui n'ont jamais été à l'usine aujourd'hui, c'est encore exactement la scène des temps modernes de Chaplin en 1936 quand il resserre ses boulons. Et il ne va pas assez vite. Et il y a les collègues qui le menacent avec leur clé à molette. Et quand tu vas assez vite, tu peux avoir 10 ou 15 secondes de pensée. Et moi, pendant ces 10 ou 15 secondes de pensée-là, j'écrivais dans ma tête.
Il y avait des chansons aussi qui te revenaient, d'autres poèmes. Des chansons, des poèmes, ouais, évidemment. La littérature t'a vraiment aidé dans ce... Ah, c'est pas qu'elle m'a aidé, c'est qu'elle m'a sauvé la vie. Si j'avais pas eu la littérature, je serais devenu machine. J'aurais fait corps total avec la chaîne de production et comme je reprends encore le parallèle avec les temps modernes, c'est la scène où il se fait bouffer par la machine, tu sais, et dans l'engrenage là infernal, et il y a les collègues qui viennent le tirer un petit peu pour se sortir de la panade, quoi. La littérature était très présente dans ta vie avant ça. Toujours. Tout le temps. Et là, dans ton livre, ce qui est magnifique, c'est les mots te reviennent quand tu es à la ligne, à la chaîne. Ouais. Bah ouais, parce que je pense que chacun, dans les plus grandes épreuves qu'on peut avoir dans sa vie, se raccroche à ce qui est et à ce qui existe vraiment et à ce à quoi on tient. Donc évidemment, il y a moi, mes collègues qui m'aidaient à tenir, mes proches évidemment, mon épouse, ma mère, ma famille, et puis les bouquins, parce que les bouquins, on lit tous des livres. J'aime bien cette image-là, c'est que les livres, c'est un peu des terres neuves. C'est-à-dire que c'est les chiens, quand tu te noies, c'est ceux qui te ramènent vers le rivage. Et moi, il y a toujours des livres qui m'ont ramené vers le rivage. Et les bouquins, à la différence de certaines personnes, ne m'ont jamais déçu, quoi. Enfin, ceux que j'aime, en tout cas. Et alors, un livre ou deux qui t'a ramené vers le rivage? Tu parlais de Sandrard, c'est Apollinaire, mais des livres vraiment... Le plus beau livre du monde. Je sais pas poser cette question, mais en tout cas, qui t'a ramené vers le rivage? Un beau Terre-Neuve. Il y a le journal d'un manœuvre de Thierry Mess. Je ne sais pas si vous connaissez, qui est un poète qui s'est malheureusement suicidé dans les années 90. Il y a Dumas qui m'a tout le temps ramené vers le rivage. Et puis j'en parlais cet après-midi, j'étais en lycée ce matin avec des mômes. Et en fait, des terminales L. Et moi, je crois que le plus grand bouquin de l'histoire de la littérature française, c'est Madame Bovary. Et en fait, j'essayais de vendre Madame Bovary à des mômes de 18 ans. Et alors, tu le vendais comment? Très mal. Je leur disais, voilà, il y en a qui avaient essayé, qui avaient eu un peu de mal, quoi. Et je leur dis, Madame Bovary, c'est le sujet a priori le plus inintéressant du monde, parce que Charles, c'est quand même un docteur minable. La Emma, c'est une loseuse romantique qui rêve juste d'aller à Paris faire les magasins. Effectivement, tu le vends particulièrement bien. En plus, la conversation de Charles, elle est plate comme un trottoir de rue, comme le dit Flaubert. Elle trouve rien de mieux que se trouver un amant, Rodolphe, qui est quand même un arriviste fini et qui est le portrait de Macron aujourd'hui, quoi. Enfin, tu vois, le mec, Rodolphe, c'est Macron, quoi. Faut arrêter de déconner, quoi. Et pour lui plaire, elle va faire des emprunts, genre Sofinco. À la fin, elle se suicide et c'est la bêtise qui triomphe. Voilà, donc c'est quand même le sujet invendable. Enfin, c'est comme moi, c'est l'abattoir en Bretagne écrit en vers libre. A priori, ça suscite pas du désir, quoi. Enfin, c'est pas du. Et t'as eu pour autant un nombre de lecteurs. Ouais. Ça est grandissant. C'est quand même un très beau succès. Faut que pas mal. Et malgré tout, enfin, non, c'est ce que je disais, ce que je disais au môme. C'est quand même le premier roman qui se fout ouvertement de la gueule de ses héros. Enfin, il y a aucune personne à qui tu peux t'identifier dans Bovary, quoi. C'est impensable. Ou alors si tu t'identifies à Hommel pharmacien, c'est que tu vas pas bien dans ta tête, quoi. Enfin, et il y a en même temps une distance, une ironie, et parmi les plus belles phrases de la littérature française, et je crois celle qui résume le mieux la littérature et la poésie, comme si voilà, et que la parole humaine est comme un chaudron fêlé où nous battons des mélodies à faire danser les ours quand on voudrait attendrir les étoiles. Enfin, moi, je donnerais un bras pour écrire ça, quoi. Enfin, donc ouais, c'est le plus beau bouquin du... Enfin, il y a plusieurs plus beaux bouquins du monde, mais voilà. Mais c'est un bel exemple. Ouais. J'ai vu que tu avais ramené des livres, comme tous nos invités. Je vois ce beau livre de la NRF, que j'avais encore jamais vu. Ouais, j'ai eu la chance que la NRF, la Nouvelle Revue Française, qui sort un numéro spécial le 12 mars sur la poésie, me demande quel était mon rapport à la poésie. Donc déjà j'étais content.
Mais en même temps, j'étais un petit peu emmerdé parce que je ne savais pas bien par quel bout prendre cette affaire. Et ça va être une belle introduction parce que ça va parler de palmarès et de quelques bouquins que j'aime. Donc si vous me permettez, je vais vous le lire. Avant que tu commences, je vais prévenir Erwan et Cyril. On va pouvoir graver la beauté de ce que tu as écrit. Merci beaucoup. C'est pas grave, c'est Boris Vian. C'est pour demain. On t'écoute. Et ça commence justement par une citation de Flaubert, comme quoi tout... qui vient de ses cahiers intimes de 1840-1841, où il dit « Un livre de poésie est plus utile qu'un chemin de fer ». Et je dédie ce texte à Véronique Collard. Je n'ai malheureusement pas gardé le plan ni les notes de cette dissertation que j'avais choisie en 1995 au bac écrit de français, pour laquelle j'avais obtenu un bon 16. Sans doute cela m'aurait-il été utile au moment où la séculaire et prestigieuse Nouvelle Revue Française me fait l'honneur de me demander un texte sur la poésie. J'y aurais retrouvé les idoles de mes 16 ans, Rimbaud et Racine, assurément, sans doute déjà Apollinaire, Saint John Perse, que je ne lis plus guère aujourd'hui, ainsi qu'une chouette problématique et un beau plan en 3 parties bien balancées. Je m'imagine facilement le oui-non bof de la mythique thèse-antithèse-synthèse. La poésie, c'est la vie, l'importance des gares et du développement du chemin de fer au XIXe siècle, et on peut bien allier les deux, par exemple, Orsay est devenu un musée. Je crois me souvenir avoir cité La bête humaine de Zola et cette fin de la locomotive folle et fantôme digne des plus beaux poèmes. Qu'importaient les victimes que la machine écrasait en chemin? N'allait-elle pas quand même à l'avenir, insoucieuse du sang répandu, sans conducteur, au milieu des ténèbres, en bête aveuglée sourde qu'on aurait lâchée parmi la mort, elle roulait, chargée de cette chair à canon de ces soldats, déjà hébétés de fatigue et ivres et qui chantaient. Je sais en revanche que je n'avais pas encore lu Sandrars, que je ne connaissais pas ce qui est le plus éblouissant poème de toute la langue française, que j'ignorais la prose du transsibérien. Si je l'avais incorporé dans ma dissertation, sans doute aurais-je frôlé le 19, l'alliance parfaite du train et de la poésie, de la mise en forme de Sonia Delaunay. Qu'on me permette un aveu, si par bonheur un jour, à la grâce d'un prochain livre ou de plusieurs, je gagne le Goncourt ou le Nobel, le premier truc que je fais, c'est de m'acheter un exemplaire original de la prose du transsibérien et je ferai construire ma maison autour. Et puis je vous invite pour la voir. Anne Sylvestre, une des plus grandes poétesses françaises encore vivantes, je ne fais aucune différence entre la poésie et la chanson, raconte que c'est à la suite de la parution de la Romanée Conti qu'on lui a offert en reconnaissance sa première bouteille de cette légende bien plus qu'une boisson. Puisse-t-on, à l'apparition de ce texte dans la NRF, m'offrir, sinon l'original, à tout le moins le facsimilé préfacé par Mme Sandrars au PUF en 2011, ou une bouteille de Romanée Conti, je suis aussi preneur. J'en reviens au transsibérien. L'anecdote est célèbre. À Pierre Lazareff, lui demandant dans les années 50, je crois, s'il avait déjà pris ce fameux train, Sandrars lui répondu « Qu'importe, puisque je vous l'ai tous fait prendre. » Voilà, c'est ça la littérature, c'est ça la poésie. Prendre un train que l'on n'a jamais pris avec Blaise et la petite Jeanne de France, croire que la guerre est jolie avec Apollinaire. Plus même que Rimbaud ou Ronsard à l'adolescence, plus même que Sandrars ou Guilvic ou Bonnefoy ou Thierry Mess ou tous les autres depuis, c'est le bon Apollinaire qui est constitutif de mon amour de la poésie. J'entends par là qu'il m'accompagne, m'épaule, me secourt, me fait vivre, pleurer, sourire, rêver. Tiens, j'y pense d'ailleurs, puisque l'on parle de train, il y a, je cite de mémoire, dans les poèmes Zalou, ce moment où il arrive de Nîmes pour être envoyé sur le front. Le train s'arrêtait à Mourmelon le petit, je suis arrivé gai comme j'étais parti. Ce génie de césure au premier vers pour rendre l'arrêt du train, avec en plus cette allitération en R et en T et juste ahurissant. Dans mes tranchées de l'usine et de l'abattoir, quand je n'écrivais pas dans ma tête les mots que j'allais coucher à la ligne en rentrant du turbin, c'est Guillaume à Lou et à Madeleine qui me venaient le plus en tête. C'est lui que je lisais le soir avant de m'endormir. C'est lui qui irrigue à la ligne de sa bénédiction. C'est naturellement lui qui vient ouvrir en exergue les 2 parties du livre, avec son extraordinaire il y a que je convoque dans le chapitre final. Il y a tant de chapitres souterrains où Apollinaire se terre sans même que je ne m'en rende compte. Il y a tant de citations que je voudrais partager, tant de lettres et tant de poèmes. Il y a qu'Apollinaire a écrit pour la NRF. Je peine sur ma transition, puisqu'il n'y aura pas d'antithèse, mon train déraille. J'en reviens à ma ligne, à la ligne. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de lectrices ou de lecteurs qui ont eu la chance ou le malheur, l'un allant pas sans l'autre, de travailler en usine. Dans l'ennui sans fin, des journées qui n'en finissent pas, des gestes répétitifs, douloureux, absurdes. J'ai regretté parfois de ne plus être croyant depuis longtemps et ainsi de ne pouvoir me répéter
des chapelets de prières automatiques, ce qui m'aurait juste fait passer le temps. J'avais non des prières, mais des poèmes, ce qui revient au même, ce qui est encore mieux. J'ai retrouvé au plus fort de l'épreuve des sonnets appris il y a des lustres. Dis Joachim du Bellay, sais-tu que ton France, mère des arts, des armes et des lois, m'a occupé 3 jours l'esprit à m'en ressouvenir? J'avais bien cette faim, si ne suis-je pourtant le pire du troupeau, mais me manquait tout le reste appris en primaire, retrouvé par la seule force de ma mémoire, et sans rechercher dans mes regrets tant le défi était beau. Dis Arthur, tes putains de 4 premières strophes du bateau ivre, ça passe tout seul, mais la suite. Dis Aragon et les yeux de ta Elsa. Dis Gilvic le Breton. Dis Trenet, Brel, Barbara et Tristan Corbière. Moi, je suis fort mauvais poète. Sans déconner, je n'aurais jamais la prétention de me définir comme tel. Auteur, oui. Écrivain, depuis que je gagne ma croûte comme tel. Mais poète. Dites tous les vrais poètes, tous les gens encore vivants ou ceux qui l'étaient encore, comme Feu Thierry Mess et Antoine Aimaz. Dites Jérôme Leroy, Éric Poindron, Cédric Le Pinven, Falmarès. Savez-vous à quel point ce que vous écrivez d'inutile, puisque la poésie, personne n'en lit, personne n'en parle, est à ce point essentiel au monde? C'est, je crois, cette inutilité de la poésie qui en fait la valeur propre, absolue, inaltérable, définitive et éternelle. Il n'y a qu'elle qui ne ment pas. De l'eau a coulé sous le pont Mirabeau de mes 40 ans, et autant de poèmes, et les muses de moi comme étranges s'enfuient. En finissant cette non-dissertation, ce non-poème, je ne sais combien j'aurais obtenu au bac, sans doute pas 16, mais je m'en fous. J'écris dans la NRF à la suite d'Apollinaire, de Saint-Jean-de-Perse, de Supervielle, né à Montevideo, en Uruguay, comme Jules Laforgue et Lautréamont, d'Aragon et de Ponge. Putain, j'écris dans une revue fondée en 1908 dans laquelle Apollinaire a écrit. Et je dédie ce texte à Véronique Collard, ma prof de français en première et terminale, qui m'a tant appris sur la poésie et la littérature. Et à Sandra Ars, qui partant, je crois, n'a jamais écrit dans la NRF. Je suis couché dans un plaid bariolé comme ma vie, et ma vie ne me tient pas plus chaud que ce châle écossais. Et l'Europe tout entière, aperçue au coupe-vent d'un express à toute vapeur, n'est pas plus riche que ma vie. Ma pauvre vie, ce châle, effiloché sur des coffres remplis d'or avec lesquels je roule, que je rêve, que je fume, est la seule flamme de l'univers et une pauvre pensée. Allez Blaise, on prend le train encore une fois tous les deux, et on embarque Véronique, Gustave, Émile, Guillaume, Pierre, Joachim, Éric et Jérôme, Arthur et Paul sans qu'ils ne se flinguent, Elsa et Louis, Jules, Tristan, Eugène, et toutes les autres, et tous les autres, et vous tous ce soir.